Bonjour Thomas Baillot et bienvenue dans B2B. Bonjour Frédéric, ravi d'être là. Nous vous recevons à un moment particulier, à quelques jours des Geneva Watch Days 2025. C'est la 6e édition de cette sorte de festival de l'horlogerie qui se tient à Genève en mettant en avant des marques indépendantes, c'est sa particularité. Près de 70 marques cette année, il n'y en avait qu'une dizaine au début de l'aventure il y a 6 ans. Cet événement se distingue vraiment des Watches and Wonders aussi à Genève, plus tôt dans l'année, mais là ce sont les grands groupes, les grands acteurs, Richemont, Rolex par exemple, qui l'organisent. Thomas Baillot, vous, votre marque qui porte votre nom de famille et que vous avez créée en 2029 participe officiellement pour la première fois à cette Geneva Watch Days. Et vous allez nous expliquer pourquoi, ce que vous en attendez et par ailleurs aussi comment se passe l'année pour vous, alors que le marché est quand même secoué, il faut le dire, par les droits de douane de 39% de Donald Trump. Il y a aussi la Chine où la consommation reste faible. Mais avant de parler de ces sujets sérieux, je vous propose de faire plutôt en plus ample connaissance avec vous. C'est la partie portrait de B2B. Thomas Baillot, qui êtes-vous? J'aimerais que vous répondiez à cette question parce qu'en regardant votre parcours, vous êtes un professionnel du marketing, un entrepreneur. Oui, distribution, pardon. Vous avez le sens du marketing. Le sens du marketing. Vous avez beaucoup quand même du message fort. Vous avez beaucoup fait parler de vous en lançant une montre à tourbillon à 4 000 francs, mais vous avez lancé l'entreprise avec du crowdfunding, vous vous appuyez sur les réseaux sociaux. Alors je me demandais en fait, finalement, qu'est-ce qui vous définissait le mieux? C'était un passionné de la vente ou un entrepreneur qui souhaite laisser une trace dans l'horlogerie? Alors, peut-être qu'on peut reprendre mes rêves d'enfant, qui étaient de vendre des montres dans le monde entier. Donc, on a la vente, on a les montres et on a l'international. En France, ça veut dire à quel âge? À 10 ans, une dizaine d'années. Je rêvais déjà de conquérir ou d'un jour de pouvoir vendre des montres dans le monde entier. Je suis un enfant de Chaux-de-Fonds, donc du pays, de la Watch Valley. Et j'ai grandi évidemment dans toute cette ambiance horlogère. Et j'ai toujours été, c'est mon côté un peu phénicien, attiré par la vente, la négociation. Et évidemment, l'horlogerie était le lieu parfait, là où je suis né, pour ça. Et mes parents ont beaucoup voyagé. C'était pour leur travail ou pour les loisirs? Les deux, mais aussi beaucoup pour des loisirs. Donc j'avais toujours ces goûts, ces épices qui revenaient de voyages lointains, ces couleurs. Un exemple de voyage qui vous a marqué? L'Inde, typiquement. Les épices, c'est ça? Exactement. Et donc j'ai eu toujours cette fascination. Et mon père était journaliste, comme vous, donc cette compréhension du monde, de savoir comment les choses se passent. Gilles Baillot, il a dirigé l'Impartial. Exactement. Et en fait, j'ai toujours eu cet intérêt, autant pour la compréhension de ce monde, la conquête de ce monde, et évidemment aussi porter le drapeau de cette industrie qui définit notre pays, mais qui définit surtout aussi le canton de Neuchâtel. Une industrie dans laquelle votre nom de famille est présent. Quand on regarde sur votre site internet comment vous vous présentez, là je rejoins peut-être quand même l'as du marketing. Il y a tout un magnifique narratif autour du nom. Vous avez fait des recherches, des documents historiques du XVIIIe siècle, et on apprend notamment qu'il y a un aïeul, David, qui est maître monteur de boîtes en 1775. Il y a donc 250 ans, à peu près à l'époque où un certain Abraham Louis Breguet invente le tourbillon. Ça, c'était un passé qui était présent dans votre enfance? C'est le nom de la famille dans l'horlogerie? Alors, pour être très sincère, ce passé horloger de la famille a ressurgi il y a à peu près une année, quand on a fait des recherches avec une historienne. J'avais évidemment ouï dire d'un Ulysse Baillot au XIXe siècle, qui était un horloger complet au locle. Et évidemment, quand on grandit dans le canton de Neuchâtel, il y a de fortes chances qu'on soit plus ou moins relationné à l'horlogerie. Mais je ne m'étais pas douté d'avoir autant d'aïeux. La famille Baillot, c'est quand même 1341 dans le canton de Neuchâtel, donc 50 ans après la création de la Confédération, en 1291. L'année 1341. L'année 1341, donc c'est une des plus vieilles familles neuchâteloises. Et en 1775, on a une trace écrite d'un aïeul qui signe un contrat d'apprentissage. Donc lui était maître horloger, monteur de boîte. Et en fait, il y a une vingtaine de jalons après, de Baillot, du Locle, du Val de Travers, dans le bas du canton. Donc toutes ces branches d'un même arbre ont été actives, passionnées
d'horlogerie depuis 250 ans dans le canton de Neuchâtel. Mais vous dites que ce passé familial, vous venez de le redécouvrir. Donc, Absolument. 2019, c'est l'année où vous lancez votre manufacture, mais donc en 2019, c'est pas clair dans votre esprit Alors, c'était déjà pas clair que je lançais une marque en 2019. Je sais que les gens me croient pas, c'est pas une boutade. Vraiment, on va pas s'étendre là-dessus, mais à la base, c'était un peu l'entêtement de démontrer un modèle économique, un concept que j'enseignais dans mon académie, dans pas mal d'universités, dans MBA, où je démontrais qu'aujourd'hui, en 2019, à l'époque, ça reste aujourd'hui, c'est pas tellement le taxi qu'il faut inventer, c'est Uber, c'est pas l'hôtel, c'est Airbnb, donc c'est plutôt l'écosystème. Et j'expliquais qu'aujourd'hui, on doit repenser non pas la manière dont on produit une montre, les champions du monde en Suisse, dans l'innovation, dans la montre, mais aujourd'hui, c'est non pas dans le produit, mais dans la manière dont on le vend. Et je voulais démontrer ça. Et en fait, cette marque aujourd'hui est née d'un concept qui ne devait pas être une marque. Donc, si vous voulez, c'est une suite de malentendus qui a créé cette marque. Je m'en réjouis évidemment. Et non, je ne savais pas ce Donc, passé. vous avez redécouvert complètement le passé familial à cette occasion? J'ai découvert que la pomme qui est tombée à côté de l'arbre était un arbre où il y avait beaucoup de pommes, effectivement. Dans la famille, on a réagi comment quand vous vous êtes approprié le nom Bayo pour en faire une marque? Alors, vous savez quoi? Vous levez un détail important qui explique en partie pourquoi le nom de cette marque n'est pas Bayo. Si on y regarde de plus près, on voit des 1. Oui, alors c'est BA31 et puis OD. BA111 OD ou BA1110D. Même moi, je ne savais pas quand j'ai créé l'entreprise. Une des raisons, c'était que je trouvais très arrogant de m'arroger le nom familial, puisqu'il appartient à mes frères, il appartient à mes cousins, cousines. Donc, je trouvais très arrogant de me l'approprier. C'est une des raisons pour lesquelles je ne voulais pas prendre le nom tel quel, mais j'ai mis BA111 OD. Enfin, j'ai rendu ce nom un petit peu imprononçable aussi volontairement. Mais c'était justement par respect envers la famille Bayo. Alors finalement, maintenant, tout le monde dit Bayo. Ouais. C'est revenu un peu comme un boomerang. Et finalement, la plupart des gens dans ma famille, pour même dire même tous, non seulement apprécient beaucoup la porte, et du coup, ça m'a même permis de recontacter avec des Bayo un peu du monde entier, des États-Unis ou d'ailleurs, qui du coup toquent à la porte et viennent nous rencontrer. On va revenir sur l'entreprise dans quelques instants, mais avant encore un dernier point sur votre parcours, parce que vous n'avez pas tout de suite commencé par la création d'une marque horlogère. Vous avez, même si vous avez été proche de ce milieu en travaillant à un bref passage chez Maurice Lacroix, il y a eu aussi Louis Erard. Avant, vous avez passé 10 ans chez Victorinox. C'est ça. Il y a aussi 2 ans. La division horlogère. La division horlogère, aussi chez Publicitas, à promouvoir également de l'horlogerie ou du vin. Et donc, pourquoi pas avoir tout de suite été dans exaucer votre vœu d'enfant qui était de vendre des montres dans le monde entier? Alors finalement, beaucoup de gens me demandent comment ils peuvent faire pour entrer en horlogerie. Je leur explique que c'est compliqué. C'est un monde qui est finalement assez fermé. Et c'est pas pour rire, même moi, qui étais intéressé à l'horlogerie, finalement, n'ayant pas d'expérience, j'ai eu de la peine. Je m'y suis intéressé assez tôt, mais à trouver une place là-dedans. Après, mon père venait de la presse, donc évidemment, j'ai commencé ma carrière dans la publicité presse. Donc on retrouvait mon envie de vendre, donc le côté publicitaire, mais dans la presse. Et la bifurcation s'est faite en 2004 finalement. J'ai été remercié de chez Publicitas à la faveur d'un plan qui s'appelait Fit for the Future. Ils sont devenus tellement fit, malheureusement, qu'ils ont fermé en 2018. Pour moi, c'était une expérience très intéressante de comprendre ce qui arrive à une industrie qui rate un tournant, et en l'occurrence le tournant digital pour Publicitas. Et ce n'est pas inintéressant dans ma réflexion de qu'est-ce qui, justement, ne doit pas échapper à l'horlogerie à la veille d'un tournant digital très important. Comment l'industrie doit s'adapter, et c'est des défis, évidemment, il y en a beaucoup dans l'industrie, ce n'est pas le dernier, mais c'est des défis de taille. Très bien, on va voir comment vous le relevez au quotidien grâce à Bayo ou BA sans OD. C'est la partie entreprise. Dans cette deuxième partie du B2B, on va s'intéresser à votre entreprise. Je rappelle qu'elle a été lancée en 2019 à Neuchâtel. C'était à l'époque une montre conçue en Suisse et fabriquée en Asie, lancée avec du financement participatif. Aujourd'hui, c'est 100% Swiss-made ? 100% Swiss-made. Depuis combien de temps ? Alors, depuis que je me suis rendu compte que ça devenait vraiment une marque. Et du coup, je me suis évidemment souvenu que j'étais un enfant du pays. Comprenez, au début, ça ne devait pas être une marque, et quelque part, l'objet, la montre, était totalement secondaire dans la démonstration. Ce n'était pas une démonstration produit, c'était une démonstration de distribution. C'est pour ça que j'ai un peu tiqué quand vous avez parlé de marketing. Et évidemment, c'est un peu la même branche, sauf que le marketing dépense de l'argent, la distribution, c'est ce qui permet d'en gagner.
Et mon initiative, c'était de repenser la distribution. Il me fallait une marque, un objet. J'ai proposé d'ailleurs mon modèle à 25 marques. Tout le monde m'a dit, on ne comprend pas ce que vous racontez, ça ne marchera jamais. Donc c'est un peu par dépit que j'ai lancé cette montre, qui au début était 100% asiatique. Je l'ai totalement assumé. Et honnêtement, c'était beaucoup de valeur pour le prix que je la vendais. Sauf que maintenant, évidemment, on est suisse et on ne fait que des montres suisses. Dans la GFI en 2022, vous indiquiez avoir une dizaine d'employés. Aujourd'hui, vous êtes à combien? On est à 11. 11 Ouais. Donc ça va bien avec le nom. Ça va bien avec le nom. La gamme est très variée. Ça va des montres vendues à un certain modèle à un peu plus de 500 francs, d'autres à plus de 10 000 francs. Oui. Vos clients viennent-ils toujours essentiellement de Suisse romande, comme à vos débuts, ou bien vos efforts d'expansion à Zurich, Paris ou Bruxelles payent et on a une diversification? Alors, le panier augmente, mais la proportion, pour l'instant, reste plus ou moins similaire. On vend énormément en Suisse romande. Donc c'est quoi, 60-70% Environ, oui. Ce qui est quand même un gageur dans un des marchés les plus difficiles au monde, qui est la Suisse romande. On est quand même le pays qui produit les montres. Pour nous, un grand honneur, je dois dire, d'imaginer que les gens qui connaissent justement l'horlogerie se tournent vers nous. Donc c'est vraiment plutôt positif. Et puis, évidemment, expansion internationale, c'est de là que je viens. J'ai travaillé environ 15 ans dans l'ouverture de marché, donc dans la distribution internationale. Donc cette partie-là, maintenant, s'ouvre à nous. On avait un peu nos gammes à faire. Il nous fallait une collection qui soit cohérente, du pricing, une stratégie. Tout cela, maintenant, est fait. Et comme on dit chez nous, il ne faut pas mettre la charrue avant les bœufs. Donc on voulait organiser les choses. Maintenant que tout est organisé, on est prêt pour partir à la conquête du monde. Et c'est une très bonne nouvelle, puisque, en fait, tout reste à faire. Alors la prochaine étape, quel prochain pays, lequel Alors on a ciblé, évidemment, on a plein de contacts qui nous approchent ou des gens que je connaissais. Il ne faut pas s'éparpiller. Donc on est plutôt, évidemment, maintenant concentré sur l'Allemagne, la France, l'Asie. On a ouvert avec un agent plusieurs pays en Asie qu'on est en train de développer. Et puis les États-Unis, qui étaient une priorité, évidemment, on va y revenir. J'allais dire qu'il est un peu moins, sauf que là, on vient de lancer un nouveau chapitre, 8, et ça a buzzé tout le week-end du côté des États-Unis à la faveur d'un article. Donc on va effectivement en reparler de ces fameux droits de douane que j'évoquais en introduction. Encore quelques mots sur l'entreprise Bayo. Capacité de production, j'imagine qu'elle est toujours autour des 2000 pièces par an, si vous êtes passé de 10 à 11 employés. Alors on est à peu près dans ces eaux-là. Maintenant, on a des possibilités assez rapides d'augmenter. De monter C'est pas un énorme problème. Et puis la diffusion se fait toujours 100% en direct? Alors, dans une émission B2B, on serait tenté de dire oui et non. On a ce modèle qu'on a créé qui caractérise cette marque qui est le WeCommerce, qui succède au e-commerce, ce petit W, nous, qui est communautaire. Donc, c'était vraiment un peu la sauce Bayo. Depuis, on a fait du e-commerce, donc on peut acheter nos montres en ligne simplement, sans passer par quelqu'un ou sans passer par la communauté. Et puis maintenant, on fait le commerce, c'est-à-dire on commence d'ouvrir du retail. Donc, on a ces trois en fait, canaux. Donc, des distributeurs travaillent avec vous? Voilà. Il n'y a pas encore les boutiques Bayo Alors, on n'a pas la prétention pour l'instant. On a notre showroom, évidemment, à Neuchâtel, où on reçoit nos clients dans un cadre magnifique, mais non, on ne pense pas encore ouvrir notre propre boutique. Et les chiffres noirs, vous y êtes? Les chiffres? Les chiffres noirs de l'entreprise? On était assez rapidement, on les a conservés. Et cette année, on n'ose pas trop le dire, mais on a plutôt une très belle croissance. D'accord. Il me semble que vous travaillez avec l'horloger Olivier Maury. Exact. Et si je ne m'abuse, c'est lui qui a fabriqué le mouvement de la montre à tourbillon Donald Trump. Alors c'est l'inverse, c'est des agents qui ont approché Olivier Maury pour passer des commandes. Et Olivier Maury produit nos tourbillons, effectivement. C'est un horloger de génie. D'accord, donc il a travaillé avec l'équipe qui a lancé cette montre Donald Trump. Vous savez si cette montre, elle se vend? Alors je sais qu'elle ne se vend pas trop. Parce qu'elle est trop dorée? Je ne me prononcerai pas là-dessus. Je ne sais pas quels sont ses contacts, l'emballement. Je sais juste que bon, il y a pas mal d'or, un peu des bijoux, et c'est 100 000 francs. C'est clair que quand on regarde aux 6 400 francs et que c'est le même mouvement chez nous, peut-être certaines personnes font leur maths. Et puis, Continuons avec les États-Unis que vous avez évoqués. Il y a ces 39% de droits de douane qui sont en vigueur. Punitifs, c'est vous qui le dites. Et pourtant, vous le relevez ce week-end, vous dites que vous avez eu pas mal de commandes des États-Unis. Pour le consommateur final, ce sera quelle augmentation de prix ça va provoquer pour lui? Alors,
Il faut déjà voir combien de temps ça va durer, évidemment. Ça peut, ceux qui ont passé commande ce week-end. Donc, s'il y a un distributeur qui va faire l'avantage, c'est que c'est l'effort... pour des montres qu'on livre en octobre. Donc, pour l'instant, le problème n'est encore pas... D'accord, c'est pas facturé encore. N'est pas encore actuel. C'est-à-dire que ce n'est pas distribué. C'est à partir du moment où la marchandise passe la douane qu'elle est sanctionnée. Donc, pour l'instant, vu qu'on ne distribue pas, on n'a pas ce problème. On se dit que ça va éventuellement... Alors après, on rentre ce que vous nous dites, c'est en fait, il y a dans l'intérêt de tout le monde d'attendre un peu avant de distribuer la montre, d'attendre que peut-être je le Conseil pense, fédéral négocie. Toute l'industrie joue le contre-la-montre dans l'industrie horlogère. On voit les statistiques, les envois au mois d'avril vers les États-Unis ont été énormes. Tout le monde attendait justement, essayait d'envoyer avant l'entrée en vigueur des droits de douane. Et je pense que les stocks sont assez pleins aux États-Unis, donc de quoi tenir quelques mois. Et puis après, on rentre dans les mécanismes un petit peu techniques, mais si vous voulez, une montre vendue à 100, en général, a déjà un coût de production de 15, on ne devrait pas trop le dire, mais voilà. Et elle est vendue aux alentours de 35, 40 à un distributeur. Donc les 39% s'appliqueront sur ces 40. Donc finalement, on parle de 15 en plus. Et la montre sera vendue à 100 in fine à un Américain, donc 15 pour 100. On est dans l'ordre de 15%. Pour nous, ça a un impact un peu plus grand, puisqu'en fait, nous, on est en B2C. C'est-à-dire, on vend au client final qui achète à 100 et il est taxé donc là, sur les 100 égale à 139. Ou bien c'est à vous d'amortir le choc douanier. On ne peut pas amortir 39%. On peut amortir 5, 10%, 15%. Et surtout, nous, si on a coup de pub, mais les meilleurs prix du marché dans l'horlogerie, évidemment, c'est qu'on fait des marges qui sont extrêmement raisonnables, donc on ne peut pas absorber, et a fortiori, même 39%, c'est pas possible. Donc, il y aura forcément une augmentation de prix pour les consommateurs. Elle sera de l'ordre de 10, 15% ou 39% pour d'autres marques. Mais il y a d'autres possibilités éventuellement d'exporter via des partenaires locaux moins chers. Et puis, de nouveau, les choses peuvent changer en quelques mois. Les choses peuvent changer, ça veut dire que vous avez vraiment vous placez un grand espoir dans l'action du Conseil fédéral pour qu'il amortisse ces 39%? Alors, grand espoir, oui, pour l'industrie, puisque ma marque s'insère dans une magnifique industrie du Swiss Made, donc je le souhaite vraiment pour toute l'industrie, puisque, évidemment, ça blesse l'industrie qui était déjà un genou à terre. On avait des chiffres qui sont assez mauvais. La Chine a vraiment tiré le frein à main depuis quelques années, donc le seul marché qui avait d'attraction, c'était les États-Unis, qui est le plus gros marché au monde de l'industrie. Donc 39%, c'est-à-dire un coup de frein énorme dans le seul marché qui amenait des leviers de croissance, c'est une menace existentielle pour l'industrie. Pour nous, honnêtement, c'est assez secondaire, c'est-à-dire le niveau d'exportation aux États-Unis n'étant pas énorme, il suffit d'ouvrir un autre marché pour le rattraper. Bon, si vous voulez, quelque part, ça ne va pas nous impacter, mais après, ça a un impact indirect parce que si l'industrie ralentit, les marques passent moins de commandes, les co-traitants sont impactés, il y a des co-traitants qui font faillite, et c'est auprès de ces mêmes co-traitants en Suisse que nous, on s'adresse. Donc évidemment, il peut y avoir des conséquences indirectes. Thomas Bayot, vous dites que 39%, ça pose une menace existentielle sur l'industrie. Pourtant, les exportations de garde-temps Swiss Made, ce sont des pièces à haute valeur ajoutée, des biens de luxe pour certains. On sait que l'économiste Veblen dit que plus un bien de luxe, la demande augmente quand le prix augmente lui-même. Est-ce qu'il y aura vraiment une conséquence importante, une réaction négative des consommateurs aux États-Unis si ces 39% sont impliqués? J'ai pas de boule de cristal. Maintenant, bien évidemment, il y a quand même une certaine élasticité par rapport au prix. Et puis, ce qui peut peut-être un petit peu blesser, c'est que c'est un phénomène de nouveau un peu technique, c'est-à-dire les montres très très chères, étant donné que c'est un volume, une valeur absolue très élevée, les marges des acteurs locaux sont moindres. Puisque si on fait de la marge, si on fait 30% sur une montre à 1 million, on fait quand même 300 000 francs, alors qu'on prend peut-être 65% sur une montre à 1 000 francs. Et donc, si les acteurs locaux ne prennent que 30%, c'est-à-dire la valeur de la pièce qui rentrera aux États-Unis sera de 70. Et donc, les 39% s'appliqueront sur une valeur beaucoup plus haute. Donc, en fait, l'absorption de cette augmentation sera moindre. Maintenant, bien sûr, il y a le phénomène où les gens qui ont de l'argent sont contents de l'avoir, sauf qu'on a quand même vu dans l'industrie, il y a aussi ce phénomène un tout petit peu de revente. Les gens qui achètent des pièces sont très intéressés à savoir combien ils pourront la revendre. Marché secondaire. Voilà, le pre-owned. Ouais. Et si vous voulez, dans un marché qui d'un coup peut redescendre, c'est peut-être ça qui est compliqué, c'est qu'on ne sait pas ce que ça réserve à l'avenir. Quand le marché redescend, si vous avez acheté votre pièce quelque part plus chère, vous partez avec une pénalité
pour le pre-owned qui finalement peut dissuader certaines personnes. Après, ce qui va se passer, évidemment, c'est que les gens qui achètent des pièces à très forte valeur ajoutée sont des gens qui voyagent, sont des gens qui passent au duty-free, sont des gens qui ont plein d'autres manières finalement d'acquérir une pièce en dehors de la zone des 39%. Est-ce que vous ressentez dans l'industrie, auprès de vos sous-traitants en ce moment, c'est une inquiétude qui est de combien sur une échelle de 0, pas d'inquiétude, et 10, inquiétude maximale? Je pense qu'on titille les 10. On titille les 10, sûr. Oui. Si vous voulez, et c'est un petit peu malheureusement la prophétie qui se réalise d'elle-même. C'est-à-dire, il y a cette espèce d'angoisse, et en plus, si c'était posé, on se dit, bon, ben, on va composer avec ça, mais c'est quelque chose qui est là, et qui peut du jour au lendemain disparaître. On peut revenir à 10 ou 15%. Donc cet attentisme, finalement... L'incertitude, en fait. Hein. Pardon ? L'incertitude. Hein. L'incertitude fait que tout le monde attend et finalement, tout le monde se dit, ben, ça risque peut-être d'aller un peu mal. Donc on prend des précautions. Beaucoup de commandes ont été reportées. Et donc finalement, on crée les conditions d'une catastrophe, puisque ben, finalement, les co-traitants, n'ayant plus de commandes, vont lever le pied. Certains vont faire faillite. Et puis, ben, c'est un enchaînement, une boule de neige qui fait que finalement, tout le monde se dit ça va mal et ça peut aller mal. Et ça allait déjà un peu mal avant, il faut quand même le souligner. Peut-être que ça va être un des sujets importants à discuter au Geneva Watch Days. Terminons par cet événement. Donc c'est bien votre première vraiment participation officielle. Hein. Vous êtes dans la liste des participants. On est inscrit dans la liste, exactement. Quel est l'intérêt pour vous d'y être, hein? Alors l'intérêt, c'est évidemment d'être dans un lieu qui célèbre l'horlogerie et qui fait venir un peu le Gotha de toute l'industrie, autant en termes de journalistes qu'en termes d'acheteurs. C'est devenu un événement incontournable maintenant dans le calendrier horloger mondial. C'était compliqué d'y glisser votre marque? Alors non, au contraire. Comment ça se passe? J'ai trouvé qu'ils étaient extrêmement ouverts, peut-être un petit peu plus que ça peut l'être pour les grands salons hein, qui sont au mois d'avril. Non, totalement ouverts. Au contraire, on sent que cette initiative est née finalement de l'addition de petites marques indépendantes qui, ensemble, deviennent un petit peu plus fortes. Vous savez, c'est cette image des petits poissons qui dessinent un requin. Et finalement, je trouve que c'était c'est avec beaucoup de bienveillance qu'ils nous ont accueillis. Il n'y a pas d'obstacle majeur. Et finalement, plus ça se renforce, et finalement, plus l'événement crée du buzz. Et là, vous allez l'utiliser comment, cet événement? Il y a des choses particulières de préparer? Alors évidemment, on se prépare un petit peu à l'avance avec la presse, avec des partenaires pour la distribution. Et puis, puisqu'il faut avoir quelque chose à montrer, on vient de lancer une pièce, notre nouveau chapitre 8, de Néo Vintage, quelque chose qui ajoute vraiment un petit peu une touche qui manquait dans notre collection. Et peut-être même une nouvelle annonce encore dans une semaine. Alors, ça fait beaucoup de lancements en quelques jours, mais peut-être même une nouvelle annonce. C'est vraiment important de faire ça à ce moment de l'année, et pourquoi pas essayer d'être présent en avril à côté de Watches and Wonders? Alors on le fait, c'est-à-dire on a maintenant, nous on est présent à Time to Watches, salon qui est à côté de Watches and Wonders. C'est les indépendants pendant ce grand salon voilà. Aussi à Genève. Et puis ce salon maintenant ici, on participe aussi à d'autres salons. Vous parlez de festival d'horlogerie, il y en aura un bientôt à Yverdon, qui est fantastique aussi. Et évidemment pour nous c'est important d'être présent. Et aussi d'être vu là-bas, puisque quand on est une marque qui, évidemment, trouve sa place dans le panorama, on doit être sur la photo de famille. Et donc on peut exister, une dizaine d'employés, et réussir dans cet univers où c'est plus de l'industrie, là. On est vraiment sur l'artisanat. Alors on dessine à l'interne, on assemble nos montres à la main à l'interne avec nos horlogers. On invite même les clients à venir assembler leurs propres montres. Effectivement, on est dans l'artisanat, mais on est dans cette horlogerie. Finalement, on revient à mes 10 ans, tel que je la rêvais, tel que je l'ai compris. Bon, j'ai grandi dans les cuisines de l'horlogerie, dire là où les gens font les montres, pas simplement là où les gens font des campagnes de pub pour en parler. Et j'aime bien justement ce côté d'offrir de la très belle horlogerie et de le faire finalement en gardant une promesse. Je suis un chaux-de-fonnier, on est des prolétaires à Chaux-de-Fonds, on est fiers de l'être, en offrant un prix qu'on trouve tout à fait juste. Il n'y a pas de prix injuste, bien évidemment, mais des prix qui sont extrêmement abordables. On parle justement des statistiques de l'horlogerie. Finalement, l'horlogerie ne va pas si mal, bien évidemment, et c'est une horlogerie qui a beaucoup de résilience, donc elle saura évidemment passer cette écume. Mais c'est quand même une industrie qui se concentre dans le très haut de gamme. Et ma modeste contribution, c'est de montrer qu'on peut, dans l'entrée de gamme, encore amener énormément de valeur. Vous savez, pour beaucoup de gens, 500 ou 1000 francs, c'est beaucoup d'argent.
Et j'ai envie, dans ma marque Bayo, d'offrir des très très beaux modèles Swiss-made à ces gens-là. Et pas que des montres à 100 000 francs, on va les laisser à Trump et à ses clients. Et avant de conclure, pour évoquer quand même la clientèle asiatique dont on a peu parlé jusqu'à présent, pour vous, c'est un marché potentiel, c'est un marché prometteur, absolument, même si on sait que la consommation en Chine est mauvaise cette année? Alors vous savez, mauvais pour nous, on vend 2000 pièces en Suisse romande principalement. Suisse romande, c'est 2 millions d'habitants. Imaginez la Chine, 1,4 million. Il suffit qu'une petite portion de ce mauvais, de ce un peu moins bon marché. Oui, c'est souvent ce qu'on dit sur la Chine, mais vous n'êtes pas les seuls à vouloir y aller. Bien sûr, on a des atouts. Beaucoup y sont déjà. Oui. On a des atouts de poids, on se fait connaître. Et évidemment, l'Asie, c'est un marché qui est très éduqué en termes d'horlogerie et qui sait quelque part un petit peu regarder ce qu'ils ont au poignet. C'est aussi un marché qui suit beaucoup les marques et les trends, donc peut-être que là, on est moins connu. Par contre, quand on regarde la montre au poignet, qu'on se demande ce qu'on a pour cet argent-là, on trouve beaucoup d'adeptes et c'est en train d'éclore en Asie. Vous allez souvent en Asie? J'y vais assez souvent, ouais. Et aussi fréquemment que nécessaire. Merci Thomas Bayo. On a presque fini B2B, mais avant, c'est bien sûr le questionnaire de Proust. Quel est votre principal défaut? L'impatience. Quel conseil donneriez-vous à quelqu'un qui crée son entreprise? D'y aller, puisqu'il vaut mieux regretter ce qu'on a fait que ce qu'on n'a pas fait. Par contre, évidemment, bien s'accrocher, puisqu'il faut de la résilience et il faut de la persévérance.